C'est pareil avec les biostimulants, il faut le voir un peu comme un système assurantiel. C'est-à-dire que si tout va bien pendant votre culture, vous n'en verrez pas forcément les effets. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Prêt à faire pousser votre savoir-faire ? Bienvenue dans le podcast d'Astrodor Sud-Ouest, dédié aux pros de l'horticulture et de la pépinière. Rejoignez-nous pour découvrir les trucs et astuces du métier, partager des solutions concrètes pour relever vos défis quotidiens et explorer ensemble les dernières avancées techniques. Avec chaque épisode, avancer un peu plus dans le monde pratique de la production. Bonne écoute et on commence. On parle de plus en plus des biostimulants dans les productions végétales, mais concrètement, que sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils contiennent et comment agissent-ils sur les plantes ? Pour en parler, je suis avec Nicolas Guibert, chargé d'expérimentation à la station d'Astrodor Sud-Ouest, et qui a étudié quelques-uns de ces produits et plus particulièrement leurs effets sur les plantes dans le cadre d'essais menés à la station. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'on entend par biostimulant ? Oui, bonjour. D'abord, je peux parler de cette analogie que le professeur Dujardin fait souvent pour en parler. Donc, le professeur Dujardin a beaucoup travaillé sur les biostimulants. Il travaille à l'université de Gembloux en Belgique et il a été sollicité par la Commission européenne justement pour apporter une définition aux biostimulants et essayer de légiférer en la matière. Et donc le professeur Dujardin, il prend souvent cet exemple-là, c'est celui du citron qu'on va prendre après un repas un peu riche, quand on se sent ballonné ou quoi, on va presser un citron, prendre ça active la digestion. C'est quelque chose qui est reconnu et connu. D'ailleurs, on peut acheter en pharmacie du citrate de bétaïne. Ça fait l'analogie. Dans le citron, on va retrouver des molécules qui vont aider à digérer. Et donc, vous voyez bien que le citron, c'est pas un aliment. Vous allez prendre ce jus de citron, c'est pas ça qui va vous nourrir. Mais ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous remettre plus rapidement de votre repas un petit peu riche. Et donc, finalement, un biostimulant, ce serait ça. C'est un produit qui contient plein de composés bioactifs qui vont améliorer la physiologie quelque part, mais qui ne va pas nourrir la plante. Et donc on peut comparer ça à un alicament finalement, à des vitamines, un fortifiant, des choses comme ça. Et donc ça c'est un exemple que le professeur Dujardin prend souvent et je vous invite à regarder les webinaires auxquels il a pu participer sur internet parce que c'est toujours enrichissant. Et donc la définition officielle, c'est quoi celle des biostimulants ? Alors justement, la définition officielle de l'Union européenne, parce que il y a une définition aussi aux États-Unis, mais qui finalement est assez proche. La définition, c'est qu'un biostimulant va stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments minéraux qu'il contient. Et donc, on va retrouver 4 actions différentes qui peuvent être complémentaires, qui peuvent se faire en synergie ou pas. Donc, l'efficacité d'utilisation des éléments minéraux, la tolérance au stress abiotique, l'amélioration des caractéristiques qualitatives, ça c'est assez général, et puis la mise à disposition des éléments minéraux confinés dans le sol. Donc on voit ici que la définition s'appuie sur des revendications d'effets qu'ont les biostimulants et pas du tout sur qu'est-ce qui constitue un biostimulant. Ouais, donc c'est ça qui est un petit peu difficile à appréhender et qui fait la particularité des biostimulants. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les fertilisants. Alors, justement, non. Et c'est la particularité, c'est ce qu'on retrouve dans cette définition. Le mot important, c'était indépendamment des éléments minéraux que contient le produit. Donc ça, c'est difficile parce que, d'une part, on peut retrouver des biostimulants qui sont associés à des fertilisants. Mais ça veut dire que quand on teste un biostimulant, quand on veut avancer un effet biostimulant, ça veut dire qu'on doit le tester sans ces éléments minéraux-là. Ou alors le témoin doit avoir la même fertilisation, mais sans la partie biostimulante. Mais ça complique un petit peu l'étude des biostimulants et aussi le fait de voir une efficacité ou pas quand on est en entreprise. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que des fois, on apporte un biostimulant, mais on ne se rend pas vraiment compte qu'il y a de la fertilisation dedans, et ça peut dépasser nos salinités dans notre culture, parce qu'on n'adapte pas notre fertilisation à côté. Alors complètement, et pas que quand on a des produits associés. Il faut voir qu'il y a beaucoup de produits biostimulants qui sont finalement assez riches, assez concentrés, même s'ils n'ont pas d'éléments fertilisants, et donc ils vont apporter une certaine salinité.
Donc moi je conseille toujours, quand on n'a pas l'habitude d'apporter un biostimulant, de préparer la bouillie et avant de l'appliquer, de mesurer l'électroconductivité. Le pH aussi si on a envie, mais principalement l'électroconductivité pour voir quand même si elle n'est pas trop élevée. Parce que ça peut arriver de griller les cultures à cause de ça. Un autre point important sur les biostimulants et qui peut brouiller un peu les pistes, c'est que justement dans le règlement de l'Union européenne 2019-1009 qui régit leur mise sur le marché, ce règlement il s'applique à tous les produits fertilisants et supports de culture. Et la nouveauté, ce règlement a été écrit en 2019 et mis en application en 2022. La nouveauté, c'est qu'il y a une catégorie biostimulant à proprement parler, qui n'existait pas auparavant. Mais on reste dans la grande famille des fertilisants et supports de culture. Donc ça brouille les pistes. Les biostimulants sont censés renforcer les plantes et les rendre plus résistantes face au stress abiotique, par exemple. Est-ce qu'il y a par contre une action sur les stress biotiques ? Normalement, un biostimulant n'a pas de revendication concernant la protection des cultures. Et l'AMM, qui correspond à un biostimulant, ne couvre absolument pas cet aspect protection. Cela dit, s'il y a beaucoup de gens qui jouent un peu sur les deux tableaux, c'est parce que, tout le monde le sait, une plante qui est en meilleure santé, elle va forcément aussi mieux lutter contre les bioagresseurs. Donc évidemment il y a un lien, c'est comme nous quand on est en pleine forme, on va moins facilement tomber malade. C'est exactement la même chose. Mais sur la bouteille, il n'y aura jamais la mention sur un biostimulant réduit les attaques de bioagresseurs, renforce la plante qui sera moins sensible ensuite. Alors il peut y avoir des allégations un peu nuancées comme ça. Il peut pas y avoir de vraies allégations de protection parce que sinon c'est attaquable. Il faut une AMM pour un produit de biocontrôle par exemple ou un produit phytopharmaceutique. Il faut une AMM particulière, donc c'est attaquable si on met ça sur un flacon. Cela dit, voilà, il y a des allégations, renforce la santé des plantes, des choses un peu plus obscures comme ça. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est pas le but premier d'un biostimulant. D'ailleurs, le but premier qui est dans les revendications, c'est de lutter contre les stress abiotiques, donc pas le stress biotique. Pour continuer sur ce sujet, en fait, ils vont être faits de quoi concrètement ces biostimulants ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors ça peut être beaucoup de choses. Il y a même plusieurs classifications qui existent. Moi je trouve qu'il y en a une qui est quand même plus simple, qui va définir les biostimulants en fonction de 3 catégories. On va retrouver les biostimulants organiques d'un côté. Donc par exemple ils peuvent être issus d'algues, ça peut être des extraits végétaux, les biostimulants à base d'acides aminés, substances humiques. Donc tout ça c'est des substances organiques à la base. On a des biostimulants microbiens, donc avec tout un panel de micro-organismes disponibles. Et puis on a les biostimulants inorganiques, et donc on va retrouver tous les biostimulants minéraux à base de silice par exemple ou de sélénium. Est-ce que tu peux nous parler d'un biostimulant ? Alors, les biostimulants à base de silice par exemple, il faut savoir qu'on trouve beaucoup de silice dans le sol, mais qui n'est pas forcément utilisable en l'état par la plante. Donc là évidemment le biostimulant va apporter de la silice qui est censée avoir une efficacité pour la plante. Elle peut l'avoir à plusieurs niveaux. On dit souvent qu'il va y avoir une interaction avec les parois des cellules qui vont aider à les renforcer et aussi à limiter la transpiration, et ça peut aussi limiter la sénescence. Donc là, c'est une action un peu mécanique pour le coup. Pour parler plus en détail, par exemple, des biostimulants à partir d'acides aminés et de peptides, ça va consister en quoi leur mécanisme d'action à cela ? Alors, je peux peut-être d'abord détailler un peu comment c'est fait. Je ne sais pas si les gens imaginent bien ce que c'est. Donc les acides aminés, ce sont vraiment les petits Legos qui construisent une protéine. Donc il y en a dans tout être vivant. Les biostimulants à base d'acides aminés, ils peuvent être produits à partir de plein de choses, de matière végétale comme de matière animale. Je peux citer par exemple Basfoliar plantae, qui lui, donc il me semble qu'il est produit à base de matière végétale, mais il existe aussi des biostimulants produits par la firme BCF qui provient de plumes d'oiseaux, de plumes de volailles. À partir du moment où on a une matière première constituée de protéines, donc voilà, c'est quasiment tout le vivant, et ben on peut appliquer derrière un processus de dégradation chimique, souvent, qui va venir tronçonner
les protéines. Et donc soit ça va nous donner, si ce tronçonnage est partiel, ça va nous donner des petits peptides. S'il est total, entre guillemets, on va aller au stade des acides aminés, donc le plus petit maillon de la chaîne protéique. Donc il y a plusieurs actions possibles. D'abord, il faut quand même le dire, contrairement à tout ce que j'ai dit précédemment, on peut avoir quand même une petite action de fertilisation directe. C'est-à-dire que de tout petits acides aminés, ils vont entrer par les stomates, ils vont pouvoir diffuser facilement dans les cellules et ils vont pouvoir être utilisés en l'état. Donc ça, c'est une petite part quand même du mode d'action qu'on peut citer. Ensuite, il y a une action aussi hormone-like, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'acides aminés qui vont être des précurseurs d'hormones. Et donc, c'est pareil, la plante elle va pouvoir les utiliser, les faire rentrer dans son cycle de production d'hormones sans avoir à faire toutes les étapes précédentes. Alors ça aide à tolérer les stress, notamment les stress salins ou sécheresse ou métaux lourds. Donc tous ces stress se rejoignent un petit peu au niveau physiologique dans la plante. Ensuite, il y a aussi une action reconnue sur la stimulation du microbiome de la plante. Parce que, comme on l'a dit précédemment, on est vraiment sur le tout premier maillon de l'usine, on va dire, pour produire des protéines, et pas que pour nous, pour les micro-organismes aussi. Et donc ça peut être utilisé par plein de formes vivantes, quelles qu'elles soient. Et puis au pire, c'est aussi une forme azotée. Les protéines sont riches en azote, et donc apparemment ça aurait une action sur le microbiome des plantes. Ensuite, on va pouvoir détailler l'exemple des micro-organismes. Alors les micro-organismes, c'est une famille assez large, même si dans le règlement européen, il y a finalement peu de micro-organismes qui sont ciblés, mais il faut vraiment voir, il faut dépasser ce règlement-là parce que c'est en construction. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression que c'est limitant pour l'homologation de biostimulants microbiens, mais en fait c'est ouvert, c'est en construction. Donc dans cette famille des micro-organismes, le premier qu'on peut citer, la première grande famille, ce sont quand même les mycorhizes. Elles font vraiment partie des biostimulants microbiens. Donc je pense que là vous connaissez un petit peu tous le mode d'action, donc cette association avec la racine de la plante, et on va vraiment avoir un partage comme ça avec la plante qui va pouvoir fournir les éléments carbonés issus de la photosynthèse, et le champignon au contraire lui qui va prospecter une zone plus large et qui va permettre à la plante d'aller chercher des éléments minéraux un peu plus loin dans le sol ou plus confinés. Justement, on a d'autres micro-organismes qui vivent comme ça autour des racines des plantes et qui peuvent être bénéfiques, par exemple, en solubilisant des éléments nutritifs. Donc les champignons, bactéries vont relarguer des composés qui vont permettre de solubiliser le phosphore, par exemple, qui peut être bien séquestré dans le sol. Et donc la plante va pouvoir les utiliser directement. Donc là, en fait, on va mettre un biostimulant qui contient des micro-organismes qui vont, eux, faire leur boulot dans le sol comme ils le font naturellement, ce qui va relarguer des petits minéraux que la plante ensuite va pouvoir utiliser. C'est ça. Ensuite, les micro-organismes produisent aussi des hormones qui peuvent être proches de celles des plantes et qui peuvent leur servir. Et puis, ils vont offrir une protection face au stress. Notamment, on le voyait avec les mycorhizes ou d'autres micro-organismes. Mycorhizes va permettre, par exemple, de prospecter une surface de sol beaucoup plus importante. Donc, pour l'eau, l'accès à l'eau, par exemple, c'est quand même important. Les acides humiques et fulviques constituent à eux seuls une famille. Donc ils proviennent de l'humus, on connaît tous l'humus dans le sol, donc il provient de la dégradation en fait des molécules organiques. Et donc l'acide humique ou fulvique provient de la dégradation de l'humus, donc c'est des molécules plus petites bien sûr, mais qui sont quand même relativement grosses, contrairement aux acides aminés ou aux peptides dont on parlait précédemment. Et donc ils vont pouvoir avoir plusieurs rôles. On leur reconnaît un rôle d'osmoprotection. C'est-à-dire qu'ils vont aider la plante et les cellules de la plante à rester turgescentes. Ils auraient aussi un rôle dans l'élimination des molécules de stress qu'on appelle les ROS, les formes réactives de l'oxygène. Donc ça, ce sont des molécules que la plante va produire elle-même lorsqu'elle est stressée et qui vont oxyder des choses, notamment l'ADN, qui vont pouvoir produire des dégâts. Donc lorsque la plante en produit, elle a tout un mécanisme derrière pour évacuer ses déchets, en fait, pour épurer.
Et donc justement, ça va l'aider à éliminer plus rapidement ces formes réactives de l'oxygène. Et donc l'oxydation des cellules va être limitée, donc ça permet de diminuer les dommages liés au stress. Donc avoir une meilleure récupération finalement après un stress. Ça va aussi aider à rendre les nutriments plus disponibles autour des racines. Et puis ça apporterait des modifications de la signalisation oxynique notamment. Et ça peut protéger, on dit que ça peut protéger aussi l'oxine qui est produite au niveau des racines. Au niveau des terminaisons. C'est ça, exactement. Donc une action quand même sur la croissance racinaire. Donc ça stimule la croissance racinaire aussi. C'est ça, ça peut stimuler, ou en tout cas rien qu'en protégeant les auxines qui vont être détruites moins rapidement par l'environnement, coup, indirectement ça va ça stimule. Il n'y aura pas Ok. plus d'auxines, mais enfin, ça va pas stimuler la production d'auxines, mais comme elle reste plus longtemps, ça va stimuler quand même. Donc là, on a vu que les biostimulants, ça pouvait être composé d'acides aminés ou de peptides, de composés minéraux, de micro-organismes, d'acides humiques et fulviques. On a aussi beaucoup de stimulants qui sont faits à partir d'extraits d'algues. Alors j'ai mis un peu les extraits d'algues et extraits de plantes dans la même famille, parce que je pense que les deux peuvent se comprendre. C'est un petit peu le même principe. Donc on part d'algues ou de végétaux vivants, et puis chaque entreprise va avoir son secret de fabrication pour faire son biostimulant. Donc on peut avoir des pressions à froid, des décoctions pour les extraits végétaux, des choses comme ça. Et selon le mode d'extraction, on va pas forcément retrouver les mêmes composants dans le biostimulant. Donc c'est-à-dire que si on part d'une algue par exemple, la plus citée dans la littérature, c'est Ascophyllum nodosum. Vous pourrez retrouver des produits biostimulants, si vous regardez la composition, vous trouverez extrait d'Ascophyllum nodosum. Et bien, suivant son mode d'extraction, on va pas forcément avoir tout à fait les mêmes effets. Est-ce que ça a un lien avec le fait que on va extraire de manière plus ou moins destructive et donc plus ou moins subtile en fait? Exactement, oui. Déjà, si on chauffe ou pas, on va détruire certaines molécules, d'autres non. Je crois que si on chauffe, il y a des procédés par exemple qui ont une action sur les molécules hormone-like. Dans les algues notamment, il y a des molécules qui vont beaucoup ressembler à des hormones, des phytohormones. Et suivant le mode d'extraction, on peut détruire ces molécules-là. Il faut bien choisir quand on est fabricant son mode d'extraction. On n'aura pas les mêmes allégations suivant ce qu'on choisit. Et donc là, en fait, les extraits d'algues, ça va un peu regrouper tout le reste. Parce que dans les algues, on va avoir des acides aminés, on peut avoir des minéraux. Oui, en fait, on a séparé un peu, il faut bien séparer les biostimulants par grandes catégories comme ça. Mais il faut bien voir qu'il y a plein de biostimulants qui déjà par essence même sont un mélange de plusieurs catégories. Ou parfois les fabricants mélangent différents produits, différents sous-produits pour faire un biostimulant beaucoup plus complet et complexe. Par Voilà. exemple, est-ce que tu as des idées de produits en tête où il y a des mélanges justement d'extraits d'algues avec des micro-organismes ou, Si, alors, par exemple, il y a, là c'est pas mélangé, mais la stratégie Natugro de Koppert, qui a été testée ici à la station, elle s'appuie sur 3 biostimulants et c'est un programme, voilà, où il faut utiliser les 3 biostimulants pour avoir une synergie d'efficacité. Le premier c'est le Trianum, leur Trianum P en l'occurrence là, et donc on est sur un micro-organisme, Trichoderma arsianum, qui va avoir un effet biostimulant, et lui il a aussi un effet de protection puisqu'il a une AMM protection. Donc ça c'est le premier, et puis ensuite on a un extrait d'algues ou de végétaux, je sais plus très bien. Je crois qu'on a un extrait d'algues et un extrait de végétaux à appliquer derrière. Donc là, Koppert préconise vraiment l'utilisation de ces 3-là en synergie par exemple. Donc on est sur 3 produits distincts, mais la stratégie est préconisée. Est-ce que du coup on peut combiner ces biostimulants? Comment on peut les combiner? Est-ce qu'il y en a qui ont des effets positifs les uns sur les autres? Comment ça peut se passer? Alors oui, on peut les combiner bien sûr. On a vu notamment que les biostimulants à base d'acides aminés pouvaient servir un peu au microbiome de la plante. Donc ça peut être quelque chose de bénéfique quand on utilise un biostimulant microbien pour essayer de nourrir les micro-organismes, les favoriser, en plus d'avoir une action sur la plante. Donc sur les biostimulants à base d'algues et d'extraits de plantes, on retrouve un peu les mêmes
les mêmes propriétés, donc des propriétés antioxydantes, meilleure gestion des stress oxydants, donc avec les fameuses formes réactives de l'oxygène dont je parlais tout à l'heure, qui sont produites en cas de stress, ça aide la plante à mieux les gérer. Osmoprotection, donc on en parlait aussi tout à l'heure avec d'autres biostimulants, et donc notamment une meilleure tolérance au froid, par exemple. On pense à une augmentation des micro-organismes du sol. Ça peut être bénéfique dans ce cas-là. Et puis une action hormone-like, donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On peut retrouver dans les algues notamment des molécules qui vont fortement ressembler à des phytohormones et que la plante va détecter en tant que telle. Elle va être leurrée un petit peu et donc ça peut favoriser notamment la croissance racinaire. Et aussi l'ouverture ou la fermeture des stomates, ce qui peut avoir un intérêt en cas de stress, pour maintenir justement la pompe en marche, donc c'est-à-dire l'évapotranspiration. Comment ça va faire pour justement réussir à tenir ouvert ou fermer les stomates, le fait d'ajouter de l'algue? Le mécanisme qui sous-tend l'ouverture et la fermeture des stomates est régi notamment par une hormone. Quand on applique un extrait d'algue, notamment en pulvérisation, on peut mimer cet effet-là. On disait qu'il y avait aussi un effet d'osmoprotection, d'amélioration de l'homéostasie, donc ça permet de garder les cellules plus longtemps, plus rapidement turgescentes, et donc ça va notamment limiter les pertes d'eau au niveau de la plante et les stomates vont rester ouverts dans ce cas-là. Ok. Pour la turgescence, c'est qu'en fait ça va concentrer les cellules et donc l'eau va rester dans... Je ne pars pas dans cette question. C'est compliqué, je pense. C'est quelque chose que dit le professeur du jardin, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les mécanismes, parce que vous avez vu, là, il y a plein d'allégations, je vous sors plein d'allégations liées aux biostimulants. Il y en a qui sont vérifiées ou pas, il y en a qui sont compréhensibles ou pas, et il y en a d'autres. Comment l'application d'un biostimulant au niveau des racines fait pour réguler, la turgescence des cellules dans la feuille? Et bien ça, au niveau recherche fondamentale, c'est pas forcément bien documenté. On ne sait pas encore tous les processus, et donc il faut absolument travailler ces sujets-là. Oui, parce que quand on a un produit biostimulant, il faut qu'on quand même compose une sorte d'AMM pour un produit. Oui, alors s'il y a un flottement, c'est un peu compliqué. Donc il y a quand même un processus d'homologation pour les biostimulants, sur certains effets. Oui. Alors justement, avec le nouveau règlement européen qui est entré en application en 2022, un biostimulant doit absolument marquer sur l'étiquette ses allégations. Donc dire ce qu'il va faire. Et normalement, il y a des essais derrière qui ont démontré ces allégations-là. Le règlement européen, avec ses autorisations de mise sur le marché, il n'est pas obligatoire. Les règlements de chaque pays pour la mise sur le marché des biostimulants de matières fertilisantes restent applicables. Et donc une firme qui veut simplement rester sur le sol français et pas forcément vendre à l'étranger, avoir une reconnaissance au niveau européen, elle n'a pas besoin de passer par le règlement européen. Et donc ça fait qu'on a une double réglementation comme ça qui existe et tout ce que je viens de raconter là n'est pas forcément valable dans le règlement français. Et donc sur un produit concrètement, faut voir le règlement de noter quelque part? Comment on peut voir si c'est passé sous ce règlement européen? Normalement avec le règlement européen on a sur l'étiquette le logo CE. Okay. Déjà. Après, on doit pouvoir le retrouver avec le numéro d'AMM. Mais le logo CE, c'est déjà pas mal. Donc, si on voit le logo CE sur l'étiquette du biostimulant, ça veut dire que déjà, il y a quand même des essais qui ont été faits pour vérifier qu'il y a ce qui est dit sur l'étiquette. C'est ça. Sinon, au niveau français, on a des normes NF qui vont plutôt garantir l'innocuité du produit ou des choses comme ça. Est-ce que Nicolas, tu souhaites ajouter quelque chose ou partager une dernière idée pour ceux qui nous écoutent? Je vous parlais au début du podcast du citron. Pour nous, vous n'allez pas prendre du citron tout le temps, tous les jours, parce que vous n'avez pas passé de gros repas comme ça tous les jours, tous les soirs. Donc évidemment, ça n'aurait pas d'intérêt. Cela dit, parfois on peut vous inviter à l'improviste et c'est quand même bien d'avoir du citron chez soi. C'est pareil avec les biostimulants, il faut le voir un peu comme un système assurantiel. C'est-à-dire que si tout va bien pendant votre culture, vous n'en verrez pas forcément les effets. Peut-être que oui,
Mais peut-être que non. Et au contraire, si vous avez un stress abiotique quelconque, ou une erreur de fertilisation, ou que sais-je, c'est là que le biostimulant est censé agir et que vous en verrez une efficacité. Donc il faut vraiment voir ces produits plutôt comme un système assurantiel. C'est maintenant la fin de ce podcast, merci pour votre écoute. Si vous avez des idées ou commentaires pour un prochain sujet, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail sud-du6ouest@astridor.fr. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.